Tout d'abord, pour répondre à cette première question, je suis avocate de formation, juriste et présidente de l'association Wild Legal qui, depuis plus d'un an déjà, travaille sur la campagne pour la protection des droits de la forêt amazonienne, des écosystèmes aquatiques de Guyane contre l'orpaillage illégal en Guyane française. J'ai travaillé depuis 2017 sur le Haut-Maroni auprès de Linia Opoya et des autres membres du village de Taluène. Et c'est pourquoi je soutiens leur combat dans la lutte contre l'orpaillage illégal et je tente, grâce à l'association Wild Legal, d'alerter sur leur situation et de faire toute la lumière en fait sur ce scandale sanitaire et écologique sur ce territoire. Je commencerai par vous présenter une petite carte afin que tout le monde puisse situer actuellement où se situe en fait cette pollution qui a lieu sur le Haut-Maroni. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien la... On voit ton écran, mais pas la carte elle-même. Il faut que tu cliques sur la carte. Voilà. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Attendez. Il faut que tu sois patiente si tu as une petite connexion. Ça ne me propose pas la bonne slide, malheureusement. Alors, je recommence. Voilà, ça y est. Très bien. Normalement, vous devez voir s'afficher la carte donc, de Guyane française, la Guyane qui se situe donc entre le Suriname et le Brésil. Est-ce que vous l'avez bien devant vos écrans? Oui. Merci beaucoup. Donc, pour commencer cette présentation, je resituerai dans le temps, c'est-à-dire que depuis les années 80 à 90, l'utilisation du mercure dans les activités d'orpaillage illégal a entraîné une contamination importante des écosystèmes terrestres et aquatiques amazoniens de Guyane. En 40 ans, ce sont des centaines de tonnes de mercure qui ont été déversées dans la nature et en particulier dans le fleuve Maroni et dans ses affluents. Ces activités clandestines, elles mettent plus que jamais en péril les écosystèmes et avec eux, évidemment, les communautés autochtones et locales qui dépendent de la nature. La Guyane, c'est un territoire d'outre-mer français qui est situé en Amérique du Sud. La forêt tropicale qui couvre son territoire, seule grande forêt humide de l'Union européenne, y est encore largement préservée sur ses 8,35 millions d'hectares. Elle recèle d'une biodiversité exceptionnelle, parmi les plus riches au monde, et elle compte un nombre invraisemblable d'espèces animales, d'espèces végétales, et la plupart d'entre elles sont d'ailleurs encore méconnues actuellement. La Guyane française est notamment donc traversée par ce fleuve Maroni qui s'étend sur une zone de 60 000 km². Le Maroni sépare cette région française d'outre-mer donc du Suriname pour se jeter dans l'océan Atlantique. Ce fleuve, il est peuplé par de nombreuses populations dont le brassage dure depuis des millénaires. En plus d'être un axe majeur d'échange, en Guyane, le fleuve Maroni est aussi un élément identitaire très fort pour les habitants qui vivent sur ces rives et notamment donc pour les peuples amérindiens, Wayana et Teko, implantés en amont de ce cours d'eau sur le territoire appelé donc du Haut-Maroni. Ce territoire, il est situé dans le parc amazonien de Guyane, un espace protégé de 34 000 km². C'est le plus grand parc français et européen. Il abrite à lui seul un nombre incalculable d'espèces d'amphibiens, de reptiles, d'oiseaux
de mammifères, ainsi que 200 espèces de poissons d'eau. Son écosystème forestier séquestre plus d'1 milliard de tonnes de carbone. Mais les activités humaines, notamment donc liées à l'orpaillage illégal, la pollution au mercure, la déforestation, le braconnage, ont un impact énorme et presque irréversible sur ces écosystèmes. L'or se trouve dans les fleuves, dont il est extrait en grande quantité, des dépôts du lit des cours d'eau. Des milliers de kilomètres de rivières ont ainsi été détruits parce que la turbidité et la teneur en mercure rendent la vie impossible et entraînent donc la disparition de la faune et de la flore. Mais l'or, il se trouve aussi dans le sol et les mineurs donc creusent des trous béants au cœur de la forêt tropicale, parfois même donc au cœur de ce parc amazonien de Guyane. Et malheureusement, pour se nourrir au milieu de la forêt, ces milliers de mineurs illégaux chassent les animaux, pêchent en particulier les poissons des rivières. Une vague de braconnage frappe donc durement les espèces protégées déjà menacées par la destruction de leur habitat. Pour extraire cet or, les clandestins utilisent du mercure. Cette substance, bien qu'extrêmement polluante, est interdite officiellement. Et malgré tout, elle est utilisée massivement en raison de son coût extrêmement avantageux. Il faut environ 1,3 kg de mercure pour extraire 1 kg d'or. Donc, on évalue la production informelle d'or à 10 tonnes par an, ce qui nous conduit donc à dire que depuis 40 ans, ce sont des centaines de tonnes de mercure qui ont été déversées dans l'environnement et en particulier dans la zone du Haut-Maroni. Les scientifiques ont établi que le mercure rejeté dans le biotope aquatique est converti ensuite en méthylmercure et ce méthylmercure s'accumule dans l'ensemble des chaînes alimentaires aquatiques. Il intoxique donc tous les écosystèmes. Stocké par les plantes, il est ensuite ingéré par les poissons herbivores, puis ingérés eux-mêmes par les poissons carnivores et se retrouvent donc tout le long de cette chaîne alimentaire. La situation est devenue réellement dramatique. Les rivières sont vides, les Wayanas et les Téco, peuples autochtones de Guyane qui vivent en communion avec les rivières, témoignent de la disparition des poissons due à la surpêche. Leur mode de vie est bouleversé. Ils ne peuvent plus couvrir leurs besoins alimentaires traditionnels. Leurs repas, qui étaient jusqu'ici composés de poissons, notamment de poissons carnivores, se retrouvent bouleversés parce que ceux-ci sont contaminés par les fortes doses de mercure supérieures aux normes sanitaires de consommation. Et donc, pour les habitants, ce méthylmercure qui est ingéré via l'alimentation pose un véritable problème de santé publique, notamment chez les femmes enceintes et les jeunes enfants. Ce sont les populations en fait les plus à risque. Je vous montre une petite carte qui résume le cheminement en fait du mercure au sein de cette chaîne alimentaire et ce lien donc qu'il y a entre l'activité de l'orpaillage illégal et la contamination des écosystèmes et des êtres humains. C'est une carte qui a été réalisée par le WWF. Donc, les impacts du mercure sur la santé sont connus et bien documentés grâce aux études menées notamment au Japon, puisque depuis les années 1950, les scientifiques ont observé que la maladie de Minamata, donc on appelle cette maladie en raison de cette ville au Japon, se traduit par des symptômes neurologiques, sensoriels et moteurs. Le méthylmercure qui est ingéré est neurotoxique, mais il est aussi reprotoxique, c'est-à-dire nocif pour la reproduction. Une contamination élevée peut entraîner des troubles de l'équilibre et de la marche, une diminution de l'acuité auditive ou un rétrécissement du champ visuel. Chez les jeunes enfants particulièrement sensibles, ces lésions peuvent être importantes avec, entre autres, donc, des retards de développement, des troubles du comportement. Et pour la femme enceinte, le mercure peut conduire à des lésions du cerveau et du système nerveux chez le fœtus. Les premières études donc menées en 1994 sur la population de Guyane révélaient déjà une contamination élevée.
jusqu'à 12 microgrammes par gramme de cheveux en moyenne dans la population Wayana, la plus touchée, pour une limite sanitaire de 10 microgrammes par gramme de cheveux recommandée par l'Organisation mondiale de l'OMS. Ainsi, selon le rapport d'investigation neurodéveloppementale chez les enfants exposés au mercure en Guyane, un rapport publié dans la revue Environmental Research en mai 2002, les tests neurologiques et neuropsychologiques pratiqués en 1997 sur la population amérindienne du Haut-Maroni ont montré qu'à des niveaux d'exposition de l'ordre de 10 à 20 microgrammes par gramme de cheveux, il existait des signes modérés mais objectivables d'altération du développement neurologique ou neuropsychologique et donc des capacités de raisonnement et d'organisation visio-spatiale et de la motricité. Encore aujourd'hui, des études sont réalisées de manière sporadique et mettent en évidence des résultats alarmants, sans pour autant que des mesures de protection soient prises par les pouvoirs publics. Nous sommes encore loin de connaître l'étendue des dégâts causés par la pollution mercurielle, car les études diffusées largement au compte-gouttes ne recensent que peu de données. Ainsi, laissés pour compte, on peut le dire, les peuples des fleuves n'ont d'autre choix que de se détourner de leur alimentation traditionnelle par peur d'être contaminés ou de se résoudre à manger ce poisson qu'ils suspectent finalement de les rendre malades. Au niveau des populations, les seules mesures qui sont actuellement prises sont des actions de prévention auprès des habitants du fleuve pour qu'ils reportent leur alimentation traditionnelle, donc principalement composée de poissons, vers une alimentation de type occidental, souvent non adaptée en fait à leurs besoins nutritionnels, non adaptée également à leur culture et très chère car difficile d'accès en raison de l'éloignement géographique avec les villes et donc avec la possibilité d'acheter en supermarché ou d'autres magasins. Ce fléau de l'orpaillage illégal, il conduit à un écocide des écosystèmes aquatiques et terrestres amazoniens français et à un ethnocide des peuples qui dépendent du fleuve. Les Wayana, les Teko, mais aussi les Bushidengue et d'autres communautés se voient progressivement privées de leur accès aux terres rongées et contaminées, de leur santé qui se dégrade et de leur mode de vie qui disparaît. Aussi, l'orpaillage illégal engendre des problèmes de sécurité directement corrélés à l'augmentation du trafic d'armes, directement corrélés à l'augmentation du trafic de drogue, à la prostitution et à la délinquance. Qu'il s'agisse de viols, de pillages dans les champs, voire de meurtres, les peuples autochtones sont en première ligne. À de nombreuses reprises, des individus lourdement armés ont menacé des habitants sur les terres mêmes de leur village. Cela induit des affrontements fréquents entre les peuples amérindiens de Guyane et les orpailleurs clandestins étrangers et conduit donc à un risque de conflit entre les communautés. Depuis les années 1980, l'orpaillage illégal continue de s'étendre sur le territoire français et l'État n'apporte pas de réponse appropriée pour arrêter ce fléau. Environ 500 soldats français sont déployés en Guyane pour lutter contre l'extraction illégale d'or, en plus de 260 gendarmes et des 15 inspecteurs de l'environnement du parc amazonien de Guyane. 11 patrouilles sont déployées chaque jour, toutes institutions confondues. Alors évidemment, ces chiffres peuvent paraître conséquents, mais la Guyane, en fait, est un territoire d'une superficie immense. Les patrouilles sont confrontées à environ 10 000 orpailleurs illégaux, appelés garimperos, du fait de leur origine, souvent brésilienne, et ils sont lourdement armés, entièrement équipés, sur une zone qui est plus vaste que l'Écosse et couverte d'une végétation tropicale dense. Donc malgré le déploiement de ces opérations militaires depuis 2010, elles sont devenues d'ailleurs permanentes et nommées Harpie, ce sont les opérations donc Harpie, les activités des mineurs illégaux ne reculent malheureusement toujours pas. Entre 2011 et 2017, le nombre de sites illégaux identifiés passait même de 52 à 177 dans le parc amazonien de Guyane. Et c'est seulement en 2018 que les taux ont commencé à baisser pour atteindre 132 sites.
Mais en ce moment même, avec la crise du coronavirus, ces chiffres repartent à la hausse. En mars dernier, 143 sites illégaux étaient décomptés dans le cœur du parc amazonien de Guyane. Les orpailleurs, en fait, attirés par le cours de l'or élevé en cette période de crise pandémique et économique, exercent une pression toujours plus forte sur le territoire. Face à cette situation, les organisations, notamment l'Association des femmes victimes du mercure, représentée aujourd'hui donc par sa présidente, Linia Opoya, rassemblent des habitants et des habitantes du village Wayana de Taluen sur le Haut-Maroni. L'association a permis la réalisation de tests de mercure en 2019 et compte sensibiliser les habitants aux risques toujours actuels. L'Organisation des Nations autochtones de Guyane, appelée l'ONAG, une association historique de défense des intérêts des peuples autochtones, agit depuis de nombreuses années pour alerter sur la situation, notamment devant les institutions onusiennes. L'association Mayuri Nature Guyane également se mobilise pour la protection de la nature face à l'exploitation du sous-sol, qu'il s'agisse de mines légales ou illégales. Ces associations sont accompagnées dans leur demande de protection des droits du fleuve et des droits des peuples autochtones par l'association Wild Eagle, qui a rassemblé en 2019 et en 2020 de nombreux juristes pour conduire des travaux en vue d'une action civile et judiciaire pour tenter de trouver de nouvelles solutions à ce scandale écologique et sanitaire. D'ailleurs, dans cette affaire, la préfecture de la région Guyane et l'État français devraient être présentes aujourd'hui pour représenter les parties en défense et répondre à leurs revendications. Effectivement, par leur carence fautive, c'est-à-dire leur incapacité à endiguer ce phénomène, les institutions de l'État français sont directement responsables de la violation des droits de la nature et des peuples autochtones de Guyane. La France a d'ailleurs déjà été poursuivie devant les tribunaux. Afin d'obtenir gain de cause face à l'État français, l'association ONAG s'est tournée vers les juridictions administratives de Cayenne en 2013. Déboutées en 2015 de leur demande par manque en fait, d'intérêt à agir en justice, les associations ont ensuite saisi la Cour administrative de Bordeaux et cette dernière a confirmé le jugement de première instance et a débouté de nouveau les associations requérantes dans leur demande, sans toutefois démentir dans son argumentation les conclusions de l'État et la carence en fait, de l'État dans cette affaire. Donc, après ce nouveau rejet, des experts sont venus constater les conséquences sur le terrain et un rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui s'autosaisit sur les violations de la France à l'encontre des populations autochtones a été publié. Celui-ci reconnaît notamment que le droit à la terre et à la protection des terres ancestrales ne sont pas effectifs et on constate de surcroît de graves violations en ce qui concerne la protection de l'environnement au regard de l'orpaillage en Guyane. Aujourd'hui, nous réitérons donc ces demandes et mettons la France devant ses responsabilités en invoquant la violation des droits de la nature, des écosystèmes amazoniens, de la faune et de la flore détruites du fait de la carence fautive de l'État français, mais également la violation des droits des peuples autochtones à la vie, leur droit à la santé également impacté par la pollution au mercure liée aux activités minières illégales sur le territoire de Guyane. Je vous remercie.